eus un rêve. Je rêvais que j'étais enfant. Oh, tout petit enfant. Mon corps se levait, chaudement replié sur lui-même, pleinement engourdi dans ses liens. Mon esprit se laissait bercer, cajoler, cahoter, manipuler, dans un confort douillet, étouffant, chaleureux, étranglant. Ma prison était belle, douce, dorée. Rien ne pouvait s'en échapper. Les barreaux étaient bien solides, les fenêtres bien closes. Je ronronnais. Je ne pensais même pas. Les grands pensaient si bien, si juste. Oh, plaisir et douleur à la fois. Aucun cri ne pouvait surgir. Tout son, prisonnier de son propre écho, rebondissait dans cet enfer mirifique. Toute mélodie s'éteignait. Pourtant, à certains moments, la coquille bruitait, craquait, se fondillait, se fissurait, se volcanisait. Souvent, ça cognait dur, ça frappait, puis ça revenait de plus belle, clap. Plus rien. Mais patiemment, lentement, avec une certitude jamais rencontrée, cette douce puissance revenait à la charge. L'œuf céda, craqua, sans l'ombre d'un regret. Un extraordinaire déroulement, un fantastique déploiement, une magnifique gerbe d'étoiles jaillir dans la voûte céleste. Mon rêve devint lumière, ma voix devint chant, mon être devint harmonie, ma vie devint naissance. Je me réveillais doucement. C'était hier, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Une nuit, j'eus un rêve. Parce que je n'y croyais pas. Cela a commencé spontanément, comme une chose qu'il est essentiel de faire, mais dont on ne peut s'avouer l'importance. Respirer, manger, dormir, aimer peut-être, mais écrire. Qui plus est, publier. Un jour de grêle cinglante, dans un coin perdu des Pyrénées, à l'ombre d'une solitude, je ne sais pourquoi, comment, j'ai ouvert un fichier sur mon ordinateur. Livre. Les lettres se sont immiscées à mon insu dans mes doigts fébriles, s'échappant soudain des geôles où elles restaient prisonnières depuis si longtemps. Explosant, telles des perles de rosée chauffées au soleil du matin, créant ainsi, à l'aide du clavier, mon petit piano, des mots, véritables gouttes de pluie sonore, alimentant de petits ruisseaux, bruissants, devenant cascades et torrents tempétueux, puis créant des lacs profonds, sculptant des phrases en éclairs, tonnerre
et arc-en-ciel, délivrant enfin des points d'orgue dont l'écho peut encore s'entendre dans la montagne, non loin de Montagnières. Livre. Maintenant je dirais livre-toi, délivre-toi, ou plus encore livre, va porter, livrer, offrir, comme un bouquet de fleurs printanières, comme un parchemin venu des temps anciens, comme une partition qui appellerait le violonneux impatient et moustachu. Livre. J'entends soudain lit, le feu, la lumière et l'anagramme de verre. Le verre luisant dont la phosphorescence nocturne annonce l'éveil de l'aube. Mais aussi vers la direction, le mouvement, l'élan. J'ai été accouché. Le premier texte qui m'est venu en ce soir de tempête, après avoir ouvert la porte du mot livre, c'est une scène de viol. Pas de fioriture. Et je la croyais pourtant bien enterrée, cette histoire-là, au bout de tant de décades périlleuses. Ce premier livre, cette première publication, devient alors véritable exorcisme, précieux sésame, témoignage simple, humain, scène d'horreur, ligne d'amour, finalement. Il n'accuse pas, il dit. Il parle d'envie de se taire, de se terrer, de mourir, de tuer, de naître enfin. Une ascèse de résilience. Pourtant, j'avais déjà maintes fois pensé les blessures de mon enfance et de mon adolescence. Mais raconter et publier des fragments de mon histoire m'a ouvert le champ des possibles. Oser dire l'inavouable, la violence et le plaisir d'un viol d'enfant. Ah, donc, le plaisir. L'amour tellement nourricier d'une mère mêlée à sa folie sporadique. La présence fantomatique d'un père. L'incrustation giflante et griffante d'une pseudo-religion. L'ondée bienfaisante de quelques petites notes de musique. Juste 3, je crois. Tel un ange posant sa main sur l'œil d'un chérubin. Il neige en mon âme. Les mandalas se dessinent. Les mandalas se dessinent, dansent et s'évanouissent. L'enfant pleure en silence. Quelques larmes tombent sur le cahier. Il fait du coup plus froid et plus sombre dans la chambre. L'enfant prend son mouchoir, éponge les larmes. La page se gondole de tristesse. Les lignes se perdent dans une aura bleutée. Son seul plaisir, il le connaît. C'est son secret. Il gratte une allumette en serrant fort les dents pour atténuer le bruit du craquement. Et il allume une bougie, subtilisée dans le placard de la mer,
pour les jours où son œil brille d'une belle lueur mouillée. Il aime le feu de cette flamme qui danse autour de sa mélancolie. Il s'en imprègne. Il voit la bougie sourire. Ce qui le fait, malgré lui, esquisser un petit rictus de bienvenue. l'enfant prend alors sa plume, la seule avec laquelle il peut graver son âme. C'est celle qui fait de la musique quand elle trace sur le papier des arabesques. Il se met à écrire lentement des adagios. Un adagio de douceur d'abord, où une profonde torpeur s'insinue. L'enfant ne sait pas faire la différence. Il sait seulement que cela le calme, l'apaise. Il sait alors qu'il est compris, entendu, aimé. L'enfant a une préférence pour les adagios. Quand il écrit vite, c'est une musique qui chouette, qui s'ouvre et se ferme, comme la plume. C'est un chant qui se spirale dans l'infini de la toute petite chambre. C'est une mélodie forte, neuve, remplie de crescendo et de sforzando. C'est une écriture qui vibre, tout saute, tressaute, crachote, prend des risques. C'est une plume presque rebelle, tempétueuse. L'enfant aime aussi cela, mais il prend peur. À chaque fois qu'il est entraîné dans ce vent qui l'engouffre, il pleure encore plus que dans les adagios. Là, il n'est plus triste. Pourtant, il pleure. L'encre est bleue, bleu nuit. Il prend la petite bouteille Waterman, petite parcelle de lune bien jaune sur fond de ciel sombre. Avec précaution, il dévisse le couvercle, hume délicatement l'effluve et savoure longtemps l'odeur. L'odeur de l'encre, l'odeur de la liberté, l'odeur de la nuit. Bien avant d'écrire son concerto, l'enfant se saoule de cette senteur familière, celle qui ne trompe pas, celle qui ne fâche jamais. Elle est sucrée, comme un miel butiné par l'abeille laborieuse et frétillante. L'enfant dit, ressent. Il gronde, il sourit, il trébuche, il tombe. Il dit la tendresse ouatée de la mer. Il dit ses colères en lames de fond. Il dit la rigueur blanche et coupable du père. Il dit la vie qui s'ouvre en lui. L'enfant grandit sous le fil de la plume. Sa musique intérieure l'amène alors au pays de Morphée. Cette nuit, le lit restera encore vierge. L'enfant plongera dans un gouffre sans fond, paradis des fées malicieuses et des sorcières cannibales. Le plafonnier le trouvera tel quel, comme porté dans les nuages du cahier bleu, un étrange sourire sur les lèvres. L'éveil sera rapide. Le dos tout endolori, le sommeil tordu, la joue gauche cramoisie, du bleu de l'encre emprunté au papier et du rouge sang volé à la vie. L'enfant se lève. Il saute dans son short, décidément trop court. Oh! Ses vêtements n'arrivent jamais à le rattraper. L'enfant grandit plus vite que son écriture. La joute est inégale. Il ne peut rester en enfant, son corps le trahit. De façon complètement impunie, il s'entête à sortir de terre.
et parfois dramatique. L'enfant grandit ainsi dans un microcosme perlé d'émotions vives et colorées. Il écrit de plus en plus sur son cahier bleu, rien que pour lui. Enfin, pour lui et l'ami du cahier. Tout y est retranscrit et rien n'est dit. C'est son étrange paradoxe. Dire et ne pas dire. L'enfant est noué comme une cape. Il vient tout juste de fêter ses 11 ans. Il est resté calme, souriant, conciliant. Il garde son énergie d'enfant. Sa timidité excessive le fait de plus en plus rougir. Poulet rôti. Poulet rôti, son surnom. Il est très solitaire. Mis à part son seul ami, celui du cahier, il a un camarade avec qui il partage quelques moments certes chaleureux, mais dans lesquels aucune intimité ne se fait jour. Pas d'émotions perceptibles ou très peu, juste des bribes aseptisées, bien insuffisantes pour défier le carcan qui l'emprisonne. L'enfant grandit pourtant comme un jeune arbre noueux, tentant de se frayer un chemin à travers un ciel constellé de nuages porteurs de sombres atmosphères. Il scrute et enregistre. Il pleure sans larmes. Il écrit. Il écrit des pages et des pages, d'une écriture sans cesse changeante. Parfois, les lettres sont à nouveau hachées, coupées, mortes, en pleine croissance. D'autres fois, elles peuvent être très grosses, et occuper l'espace de 2, 3, voire 4 lignes sur plusieurs pages. D'autres fois encore, elles sont minuscules, presque invisibles. À certains moments, elles deviennent des vagues qui submergent le cahier. Puis, elles s'apaisent plus loin. Ce sont alors de petits lacs secrets où l'enfant se pose délicatement. L'enfant écrit. Il n'arrive pas à dire. Il écrit de façon quasiment automatique pour ne pas penser, pour ne pas voir, pour ne pas entendre, pour ne pas sentir, pour ne pas devenir fou. Il ne peut pas sombrer dans l'abîme. Il s'accroche. Mais à son insu, la plume le dévoile. Elle dit encore et encore les tornades subites et obsédantes de la mer, celles de jour où l'enfant se cogne contre le mur, celles de nuit où l'enfant s'enterre vivant sous les couvertures. Elle dit ces moments où la mère, qui élève maintenant 8 enfants, se trouve emportée par des rats de marée apocalyptiques, l'emmenant dans un déluge de feu, de paroles et de cris. Et les ailes de feu dans un bruissement orangé. Les ailes de feu m'offrirent leur lumière. Je me promène dans le cimetière qui jouxte l'église du quartier où j'ai passé mon enfance. Comme d'habitude, j'échappe à la vigilance de ma mère pour aller courir autour des tombes. Puis je m'en saute mouton par-dessus elles. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, il y a trop de fleurs et j'aime être précis, rebondir juste là où il faut, en plein milieu de la pierre tombale. Le bruit ressemble au son que fait la main qui tape le tambour. Un tambour dont la peau sera de marbre. Quel est ce vide en dessous ?
Ce son qui coule et rebondit dans les entrailles de la terre. Ma mère ne supporte pas mes escapades et je me fais gronder plus d'une fois. Mais aujourd'hui, elle relâche quelque peu son attention. Peut-être parle-t-elle à quelqu'un? Peut-être en a-t-elle assez de l'enfant que je suis, taciturne et indomptable. Peut-être écoute-t-elle l'orgue dans l'église. Je peux entendre la musique de là où je suis. Les vibrations graves me font frémir, tandis que les sons aigus m'entraînent près des anges. C'est du Bach, me dira ma mère. Une toccata, un conte musical plein de virtuosité. Il célèbre la vie, fait sonner les trompettes du ciel, décoiffe les morts. Soudain, l'une des tombes attire mon attention. Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Est-ce sa sobriété, son absence de fleurs? Juste une plaque de granit sombre, un nom que je n'arrive pas à déchiffrer, et deux angelots qui se font face. Je m'empare de l'un des chérubins, et pris d'une impulsion qui me surprend moi-même, je casse les ailes en le frappant contre le rebord du monument. Je fais de même avec l'autre. Même enseigne. Les anges sont baptisés de mon sang. Seront-ils paralysés désormais? Voleront-ils encore? Peu importe, j'ai honte. Mais pourtant, j'ai gagné 2 amis. Frêles poupées de porcelaine rouge. Je les berce. Je leur raconte une histoire. Une histoire d'enfant qui voudrait mourir. Et je les écoute me raconter la vie tumultueuse du personnage qu'ils protégeaient et cachaient sous leurs ailes. Ils rient de ma naïveté, mais au moins je les tiens, je les touche, je les caresse même. Puis j'abandonne les débris de leurs ailes, je cours au fond du cimetière et les dissimule derrière un buisson. Cette cachette abritera longtemps mon trésor sanguinolent. Ma mère ne comprendra jamais comment j'ai pu me blesser autant. Je suis tombée sur les cailloux. Il me faudra plusieurs jours avant d'arriver à nouveau à tromper sa vigilance et pouvoir ainsi retrouver mes objets fétiches sous les accords conquérants d'un Jean-Sébastien Bach, transperçant l'épaisse muraille de l'église et se logeant telles des flèches acérées droit dans mon cœur, me donnant des jambes flageolantes, faisant de moi un pantin, une marionnette oscillante au gré de la puissance des vibrations. Les sons rebondissent sur les tombes. Je transpire à la musique. Une force m'envahit. Moi, le bambin qui quelques minutes auparavant courait de sépulture en sépulture, je reste là, pétrifié, transi. La musique fait son œuvre. Ce souvenir me revient avec une précision étonnante. Et encore aujourd'hui, tout en respirant, je me surprends à pleurer une nouvelle fois. Quelle est cette partie de moi dont les flots n'arrivent pas à se tarir? Mes anges, les aurais-je délogés de leur cachette au fond d'un petit cimetière? M'auraient-ils poursuivi? Auraient-ils usé de leur prestige de magicien? Auraient-ils à nouveau la capacité d'être là ou ailleurs, obéissant à quelque appel impérieux? Alors je lève les yeux. Dans le soleil couchant, les ailes des oiseaux s'agitent, rouges et blanches, des ailes de feu. Il s'échappe, l'enfant. L'ange impassible lui sourit. L'ange impassible
maman. 3 petits sons de cloche et je pleure. Tu es tellement douce et belle, chaude et tendre, présente et attentive. Tu es la reine. Je suis dans tes bras, je me lève, je me nourris de ton sein. Mieux encore, je suis dans ton ventre. J'entends ton cœur et toutes ces paroles d'amour que tu prononces pour protéger ta tribu et soutenir ton homme. Je perçois ta voix dans la brume. Je suis dans la fosse d'orchestre, j'entends tout, mais c'est comme s'il y avait du coton dans mes oreilles. Ma vie de tous les jours se passe dans un aquarium. Ton homme a une voix grave, elle traverse l'espace. Parfois, ça me fait un peu peur. Mais je m'habitue et je pourrais même dire que j'attends avec impatience ces moments de tremblement intense quand il parle. Quand il touche ton ventre, je sais que c'est lui. Parfois, il me parle et il croit que je l'entends à travers ta peau. Mais non, non, non. Sa voix me vient à travers ton oreille. Je ne m'y trompe pas. Ton pavillon est une chambre d'écho et sa voix profonde s'offre alors à moi jusqu'à s'éteindre à lune naissante. Ce matin, j'ai eu une surprise. Alors que je somnolais, flottant comme une méduse dans ton ventre, j'ai entendu des sons nouveaux qui m'ont profondément ému. En fait, tu chantais. J'étais attirée. Et à force de tournebouler dans ma niche secrète, je me suis positionnée le long de ta colonne vertébrale. Ça n'a pas été facile, mais en pagayant activement, j'ai réussi à m'y maintenir tout le temps que tu as chanté. C'était prodigieux. J'avais des frissons chauds dans tout le corps. Ta voix me parvenait amplifiée, comme si j'étais dans une chapelle. J'ai dû connaître cela dans une autre vie, parce que j'ai pas été vraiment surpris. Je me suis enhardie, j'ai fait une galipette et j'ai posé mon crâne au creux de ton bassin. Comment t'expliquer ce que j'ai ressenti? Les picotements se sont faits plus intenses. Ce n'était plus une onde sonore feutrée, mais bien un chant vibrant. Tout ton corps était en transe. Oh, c'était pour moi une fête indescriptible. J'étais au centre d'une cathédrale où tout résonnait. Oh. Et toi, tu étais violoncelle et piano tout à la fois, le grand piano, celui qui a un gros ventre et de si belles courbes. Puis, tu t'es tue d'un seul coup. J'ai entendu un son très aigu et strident. Et tu t'es mise à parler vite. Tes vibrations sont devenues chaotiques. Tu as couru, enfin, autant que tu as pu, parce que je t'ai rappelé à l'ordre. Il faut bien que je te suive et m'adapte rapidement à tes changements. Alors, tu t'es arrêté, essoufflé. Quand tu as mis ta main sur ton ventre, je me suis calmé. Tu as prononcé des paroles si douces. Tu m'as demandé de rester tranquille pendant un bon moment. Tu m'as expliqué que tu te rendais au chevet de ma grande sœur, qu'elle avait 42 fièvres, une méningite, as-tu dit. Elle avait besoin de toi. Ainsi, nous deux, lui avons-nous rendu visite à l'hôpital. J'ai tout de suite su que l'on était dans un lieu inhabituel. J'ai senti des ondes froides et sèches, des pas métalliques, des odeurs d'éther, des bips partout.
des cliquetis. Et surtout, sa bile qui s'est mise à devenir brunâtre et à bouillonner. Oh, je n'arrivais pas à voir grand-chose. C'était déjà bien trouble ces temps-ci. Il y avait au loin une voix d'homme, très grave, sentencieuse, et des voix plus aiguës, rapides, des petits coups de langue de vipère. Puis il s'est fait silence. Je t'ai senti apaisée. Tu es rentrée à la maison, plus calmement, mais toujours soucieuse. Tu as fredonné comptine sur comptine. Là, je t'ai vraiment retrouvée. Quand tu es arrivée chez toi, enfin, chez nous, tu t'es posée sur le lit. J'ai attendu un peu. Je voulais te laisser récupérer. Puis j'ai improvisé une folle sarabande dans ton ventre. Je t'ai senti sourire. Tu as posé à nouveau tes mains autour de ton ombilic et tu m'as suivi. Après, je me suis endormie, nourrie de toutes ces sensations nouvelles. Cela m'est tombé dessus d'un seul coup. L'autre jour, j'ai dû me faire tout petit. Ton homme est venu sur toi comme si je n'existais pas, mais alors, pas du tout. J'ai beau être élastique, j'ai dû m'aplatir, je me suis allongé vite fait de tout mon long, j'avais pas vraiment le choix, et j'ai attendu plutôt inquiet que l'orage se passe. Ça bougeait beaucoup, ça tanguait, me suis cramponné au cordon. Une fois que cette drôle de danse est terminée, j'ai senti en toi comme un air de printemps. Il y avait le liquide dans lequel je baigne, qui est devenu plus lumineux. Et il y avait encore des vaguelettes qui me caressaient. Ça a duré longtemps. Et là, j'ai pu souffler un peu. Le temps passe vite, mais je ne perds pas une miette de tout ce que tu vis aussi. Tu en fais des choses dans une journée. Tu as envie des émotions. Et moi, je m'adapte, attentif à ne pas trop te gêner. Depuis peu, j'ai perçu des choses nouvelles. J'aime à m'étirer et surtout à me positionner dans la cuvette de ton bassin. C'est là mon lieu préféré. Tout est alors magnifié. Et cela me donne de plus en plus envie de sortir de toi. Je pressens ce moment comme imminent. Il me fait un peu peur. Je surveille la lune. Parfois, je n'en peux plus. Je voudrais que cela soit maintenant. Je voudrais tant découvrir cet univers hors de moi. Mais il y a encore quelque chose qui me retient. C'est comme si tu ne voulais pas me lâcher. Je sens tes muscles faire cage. Souvent, juste après, je sens une grande vague labourer ton ventre. Je fais le gros dos, puis plus rien. Je sens alors ta main à nouveau sur ta peau tendue. Es-tu prête à me laisser partir ? 4 heures du matin, ce 22 novembre. Je sais que c'est le grand voyage. Ma barque est fortement secouée, puis elle se faufile à travers un étroit tunnel. Je vois une étoile au loin, si lumineuse que j'en ferme les yeux. D'un coup, je suis expulsé de ton ventre. C'est froid, bruyant. On me suspend par les pieds, puis soudain une grande brûlure dans mes poumons. Une sorte d'incendie qui me laisse sans vie, sans voix. J'en deviens bleu. Je vois des ombres s'agiter de partout. Et toi, où es-tu donc ? Un grand vide soudain, un orchestre fortissimo. Le petit se fait jour.
c'est sa main qui a parlé en premier. C'était à la fin d'une chaude journée d'été, passée à randonner dans les Pyrénées. Le corps délacé, il se préparait à une tranquille soirée et avait sans but précis allumé son ordinateur, ouvrant, il ne sait plus vraiment comment, un fichier texte qu'il avait d'emblée nommé livre. Comme si le vrai ne pouvait être dit qu'à travers de la fiction. Petit ruisseau d'eau vive se frayant un chemin entre les pierres. Les premiers mots jaillirent comme une évidence, nets et précis, suivis d'un flot de phrases impossibles à endiguer. Et bientôt, le clavier crépitait en rythme avec la grêle qui tombait au dehors. Sous ses doigts étonnés, la scène vécue il y a tant d'années, alors qu'il avait 11 ans, mais combien de fois ou juste avait-elle eu lieu, justement? Répétition jusqu'au vertige, mise en abîme de lui-même, plébéante, anesthésiée par ce blanc, ce trou creusé dans sa mémoire qui lui a permis de continuer à avancer sans souffrir consciemment. Amnésie qui explique comment, alors même qu'il se soumettait aux thérapies de bonne foi, rien, jamais n'est venu. Il ne sait plus quel temps il faisait, ni même quelle pouvait bien être la saison. Il est en classe de 6e, dans une institution catholique, où c'est l'heure du cours de latin. Il n'a pas le souvenir qu'un mot ait été prononcé, juste la violence de ces gifles, comme des coups qu'on ne retient pas. La joue gauche, puis la droite, encore plus forte, du revers de la main, zébrant son visage de marque violacée. Sa tête bourdonne du sifflement assourdissant des acouphènes. Il est projeté dans des réalités de l'intolérable, abasourdi par cette honte infligée devant ses camarades. De retour à la maison pour déjeuner, il n'ose rien dire à sa mère qui lui demande comment s'est passée la matinée. Ses parents n'ont jamais eu connaissance de cela. Et personne d'autre ne s'est jamais plaint des méthodes de cet enseignant ecclésiastique au-dessus de tout soupçon. L'enfant ignore s'il a frappé d'autres élèves. Il sait simplement qu'il est le seul de sa classe à avoir enduré pareille humiliation. Cet acte de domination violente qui engendra le silence de la honte posa les bases de leur relation. Ainsi, quelque temps plus tard, le professeur demanda-t-il, question purement rhétorique, à ce qu'il vienne régulièrement l'aider dans ses préparatifs à la sacristie. De là, le jeune garçon fut invité à pénétrer dans la maison à 2 étages qui hébergeait certains professeurs. Il le fit tout d'abord venir dans son bureau, à gauche, tout au fond du couloir. Assis sur un fauteuil de velours rouge, il le faisait asseoir sur ses genoux, l'inondant d'images pieuses, bleu et or de la Vierge en couleur, et de barres chocolatées aux noisettes, enrobées dans du papier violet. Nul ne saurait dire s'il croyait encore nécessaire d'acheter le silence d'un enfant muselé par la peur, ou bien s'il tentait de se persuader qu'il était charitable envers lui. Il lui fit bientôt traverser le couloir pour rejoindre la pièce sombre et exiguë, aux murs tapissés de posters de la Vierge, comme l'étaient ceux du bureau qui lui servait de chambre. C'est dans l'air vicié de cette pièce trop peu aérée, corrompue par l'écœurante fumée des boyards maïs,
que l'enfant se rendra chaque samedi après-midi 4 années durant, sous couvert d'aller à la sacristie. Monsieur, tout ce que j'ai à vous dire et qu'il est important pour moi de vous dire aujourd'hui, c'est que vous ne pourrez plus, vos complices, vos fantômes ou votre mémoire même, toucher une seule cellule de ma peau. De là où vous êtes maintenant, dans la mansuétude du ciel, peut-être avez-vous pris conscience des crimes sur enfants que vous avez commis quand vous enseignez le latin dans une école religieuse. Lorsque moi, j'y étais tout jeune enfant, si naïf et frêle, si rose et joufflu, si rouge et perclus. Certes, vous n'avez pas, à ma connaissance, tué qui que ce soit, mais pour autant, vous avez tourneboulé plus d'une âme, dont la mienne. De même, avez-vous violé plus d'un corps. Cela, je ne l'ai appris que bien plus tard. J'avais alors osé refuser d'obtempérer à vos délires sexuels. Et vous mettiez la main sur d'autres enfants. Pardon, compagnon de classe plus jeune, pour n'avoir pas su vous protéger. Il est vrai, monsieur, que votre protocole était bien huilé. Violence extrême, mes joues s'en souviennent. Humiliation, puis vos mains poisseuses jouant d'un enfant devenu marionnette. Et même, monsieur, si je puis vous pardonner, il me semble avoir fait depuis bien longtemps dans mon cœur. Je ne peux vous excuser. Peut-être aviez-vous vous-même été abusé par d'autres prédateurs lorsque vous étiez tout petit. Peut-être que votre éducation religieuse vous avait enfermé dans une geôle dont vous n'avez jamais su vous évader. Mais le criminel doit-il tuer parce qu'on a voulu anéantir son âme? Et nos chemins se sont croisés. Le gosse que j'étais, à genoux devant une rose, avait perdu la conscience des épines. C'est ainsi. Parfois, j'imagine que nous avions, vous et moi, dans cette vie-ci, quelque chose à apprendre. Vous, à vous libérer du joug d'une religion qui n'emporte que le nom, moi, à savoir dire non. Ce fut long, vous le savez. Vous avez utilisé tous les stratagèmes pour me maintenir entre vos griffes. Violence, érotisation, chantage, pouvoir. Vous étiez le prof principal qui influait sur les passages de classe. Et je n'étais pas un enfant très brillant, occupé que j'étais à tenter d'échapper à la folie qui me vrillait. Je n'avais rien demandé. Vous savez, monsieur, j'entends parfois à la radio qu'on se pose la question du consentement d'un enfant de 11 ans dans une relation sexuelle avec un adulte. Une chose dont je suis sûr, monsieur, lorsque j'entends déblatérer sur l'idée que l'enfant pourrait être d'accord, c'est que ceux qui en parlent ainsi ne sont pas des personnes qui ont vécu ce drame, des enfants qui ont été victimes de ce crime. Est-il besoin de vous rappeler, monsieur, que si j'avais eu l'audace de vous dénoncer, vous auriez croupi dans une cellule d'une autre nature que la vôtre, avec votre vulgaire petit bout de gras en guise de consolation. Mais je n'étais pas un enfant offensif, j'ai tout ravalé. Je ne voulais surtout pas faire de peine à mes parents. Ils avaient tant de mal à être heureux. Ils avaient tant de mal à payer les 6 baguettes quotidiennes, matin, midi et soir, 6 petits à nourrir et 2 bien plus la béquée. Et de l'argent envoyé
tous les mois pour garantir notre bonne éducation, pour nourrir notre foi chrétienne. Jésus en est témoin. Je ne voulais tellement pas leur faire de mal, vous comprenez? Et vous dénoncez. N'était-ce pas un péché? Le temps a passé, oui, mais ma mémoire demeure intacte. L'autre jour, je participais à un stage de chant. L'animatrice, une personne bienveillante, a commis l'imprudence de poser sa main sur mon ventre et j'avais les yeux fermés, juste pour m'aider à respirer. J'ai fait un bond, comme si j'avais été attaqué par un essaim d'abeilles. Un bond au bord du gouffre. Elle s'est confondue en excuses. Et moi, je vous ai quitté à l'instant même. Ma voix puissante et belle a entonné l'Ave Maria de Caccini a cappella. Mes camarades de stage, j'allais écrire, mes camarades d'école, ont tremblé de joie. Vous souvenez-vous, monsieur, dans cette petite salle de cours près de la rue Crevilliers? L'ogre s'étouffe, blêmi, éructe, s'effondre, meurt enfin. Le vent dans mes doigts. Allons, monsieur, portez-vous bien. Aujourd'hui, je suis devenu un aigle. Le savez-vous? Je vole au-dessus des nuages. Je pourrais vous regarder droit dans les yeux. Sauriez-vous alors soutenir mon regard? Auriez-vous peur de mes puissantes serres? Je ne vous ferai aucun mal, c'est promis. J'ai appris à regarder le soleil en face. Ma pupille est devenue miroir. Vous? Encore ici. Pourtant, dit-il, c'est fini. La rose peut fleurir. À même la forge. J'ai tout juste 18 ans. Je rends visite à grand-mère. Je n'aime pas ces moments. Ils me font peur. Je vois son corps se diliter de jour en jour. Pourtant, son regard reste extrêmement vif et perçant. Elle est dans cet hôpital du bout de la ville, juste à l'orée de la campagne. Des murs aseptisés, blancs, identiques. Rendu encore plus inquiétant par la nuit tombante et par la froideur d'un hiver
qui s'insinue dans des couloirs glissants de propreté. Linceul flottant au gré d'un vent glacial et cruel. Avant d'entrer dans sa chambre, je suis happée par une infirmière. La petite Laura, ma préférée. Il y a dans ses yeux une lueur impertinente, une bouille de gamine effrontée et apeurée. Votre grand-mère délire. Enfin, je ne sais pas. Elle ne cesse de demander que nous l'emmenions dehors. Elle risque de vous en faire la demande. Aussi, les consignes sont-elles strictes? Elle est dans un état de fièvre qui ne la quitte jamais, malgré le traitement que nous avons renforcé. Elle prétend guérir en marchant nue dans l'herbe. Nous avons dû renforcer les mesures de sécurité pour l'empêcher de sortir et la protéger d'un comportement dangereux pour elle-même. Depuis, elle ne cesse de nous incendier. Elle vitupère à longueur de journée. Au début, nous pensions qu'elle perdait vraiment la tête, mais son discours reste cohérent. Elle nous parle de vous d'une façon tout à fait lucide. Elle nous interpelle chacune par notre prénom et n'hésite pas à faire allusion aux confiances que nous lui avons faites. C'est une femme troublante, votre grand-mère. On dirait qu'elle lit dans notre vie à travers nos yeux. Hier, pendant que le médecin-chef l'auscultait, elle lui a dit « Vous n'allez pas bien, Frédéric ? Il est temps de vous occuper de votre couple. Oh, sinon vous courez à la catastrophe. Vous auriez vu la tête du patron. Oh, ça ne vient pas plus du tout, mais pas du tout. Il est devenu livide et fuyant. Il a écourté la visite, prétextant une urgence. Il était à peine sorti de la chambre que votre grand-mère me tire par la manche et me chuchote à l'oreille. Il est fier, le Frédéric. Il ne veut pas écouter une vieille femme comme moi. Tant pis pour lui. Il croit tout maîtriser, comme ces pilules. Elles ne m'empêcheront pas de mourir. Et ce ne sont pas elles qui me guériront. Pas plus qu'elles ne l'empêcheront de mourir, lui. Je vais te dire, moi, un secret de vieille femme qui en a guéri plus d'un, plus d'une. Ce qui me fait vivre, Laura, c'est la force même qui pétille dans tes yeux. Les médicaments, je les recrache comme un vulgaire bête sortie des trous du cul. Ces pilules rouges et fielleuses, de la morphora. Sors-moi d'ici. J'ai besoin d'être en pleine nature. Que voulez-vous que je fasse? Obéir à votre grand-mère, c'est la porte assurée. Frédéric et l'administration et tout le Bataclan. Hein? Elle va vous faire la même demande. Elle est têtue. Ne cédez surtout pas. Le médecin est formel, cela lui serait fatal. Sors-moi d'ici, Anna. Je dois marcher dans la terre pour expulser cette fièvre. Il est grand temps. Ce sont tous des morts vivants ici, des couilles molles. Ils ne connaissent pas le feu, ils ne connaissent pas la transe. Mais grand-mère, il fait -10 dehors. Anna, prends mon chariot aux ailes de feu et sors-moi d'ici. J'empoigne alors le corps de grand-mère. Je la dépose dans son chariot ailé, ce petit fauteuil à roulettes rebaptisé pour l'occasion. Elle n'est pas épaisse, grand-mère. Elle est à la fois froide et chaude, comme mes fantômes nocturnes. Seules ses joues sont finement bombées. Des pommes de terre prêtes à germer. Ses lèvres sont délicatement plissées dans un sourire qui voit au-delà de la rosace dans le grand vide. Pourtant quasiment aveugle,
Grand-mère voit, j'en suis sûr. Ses yeux mutinent, en sorcelle pétillent. L'absence de dents la rend encore plus douce, plus espiègle, plus belle. J'y vois presque sourdre des dents de lait. Je me demande d'ailleurs comment d'une bouche aussi enfantine et innocente peuvent sortir des paroles si rusées qu'elles réveilleraient un mort. C'est tout simplement incongru. Il ne faut pas s'y fier. Grand-mère est la verte prairie dans laquelle s'entrechoquent tonnerres et éclairs. Ses rides sont de petites rigoles joyeuses et indisciplinées qui voyagent au gré de ses caprices. Elles sont principalement concentrées sur son front large et imposant. Elle ressemble à une vieille femme tibétaine. Une vieille femme tibétaine qui sourit tout le temps et qui porte la sagesse dans le pli de ses yeux. Son visage de Bouddha, ah oui, Bouddha devenu femme. Son visage de Bouddha défie l'énergie de l'homme qui s'empête et trébuche dans un pouvoir où l'énergie de la femme est morte. Ses cheveux sont d'un noir brillant et argenté. Grand-mère voulait garder ses robes de tzigane dans un hôpital. Elle a fait une scène quand l'aide-soignante lui a parlé du règlement. Cette pauvre petite, complètement affolée devant sa résistance, a appelé le Frédéric à la rescousse. J'ai dû négocier avec fermeté. Le patron a accepté qu'elle garde tout ce qu'il lui faut pour soigner sa chevelure. Ses peignes, ses brosses, ses onguents, ses teintures, son miroir. Et il a permis qu'elle conserve son lot de gouttes d'oreilles. 1 par jour, si ce n'est pas 2. Une, ainsi que ses grilleries et une bougie dans un hôpital, la commission d'hygiène et de sécurité, la protection des incendies, je vous raconte pas. Une bougie, notre secret à tous les deux. D'habitude, c'est la première chose qu'elle m'intime l'ordre de faire. Allumer la bougie et appeler la lumière. Mais aujourd'hui, ça demandait tout autre. Tu comprends, Anna? Ce sont tous des croque-morts ici. Ils ont perdu la vie. Ce sont eux qui sont malades. Ils flottent dans leur tête. Ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus d'âme. Ce sont des perroquets empaillés à la merci des traites, des pantins désarticulés qui pendouillent comme des pendus bouffés par des charognards. Anna, allons-y. Je prends au passage toutes les couvertures que je peux trouver et en couvre ses frêles épaules. Nous sortons de la chambre, le chariot file comme un navire qui prend le vent en poupe, son feu transperce les murs, grand-mère me transfuse son désir. Je ne vois plus personne. Nous voilà dehors. Dans le parc, il fait froid. Vraiment froid. Je le sens dans mes os. Je suis folle. Elle est inconsciente. Elle va mourir. Soudain, elle quitte son chariot de feu, regeste d'un geste sans appel la montagne de couverture dont je l'ai couverte, et lance à la volée sa petite chemise de coton. Je suis statufiée. Pourtant c'est cocasse, irréel, érotique presque. Je n'ai jamais vu grand-mère nue, et me voilà face à son corps de vieille femme qui se dessine en ombre chinoise au clair de lune par un vent sorti tout droit de la grotte. Grand-mère titube, avance dans l'herbe gelée, j'entends le craquement sous ses pieds nus, les graminées gémissent, elle cherche ses empreintes, puis, comme animée par une danse secrète, elle ondule, épouse la terre, accroche les étoiles, les plus lointaines, une à une, comme de véritables joyaux, puis elle tourne sur elle-même, elle se love, je la vois maintenant frapper du pied en poussant un cri digne d'un loup affamé en pleine Sibérie. Grand-mère appelle son amant de toujours.
celui qu'elle ne peut rencontrer qu'ici, dans la nature sauvage, dans l'herbe piquante, celui des noces éternelles, celui de l'extase fleurie, celui de l'orgasme sans fin, le dieu du feu, le grand tout. Elle est belle. Je vois ses petits seins perlés de givre danser avec elle. Ils sont comme deux petites pêches ravinées par le soleil. Je vois sa chevelure noire, véritable crinière de cavale, flotter et enlacer son corps de princesse vieillotte. Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être si belle. Sa silhouette épouse l'aura de la lune. Sa nudité réchauffe l'air. Je la vois maintenant de dos. Sa colonne se transforme en un serpent agile et fait rebondir ses petites fesses fragiles et menues. Abricot gourmand en fin de saison, tout juste flétri. Dans cette clarté lunaire, ce tableau est complètement irréel. Moi, je n'aime pas mon corps. Qui ne peut me regarder dans la glace, qui me trouve toujours soit trop grosse, soit pas assez. Grand-mère m'en accure. Elle fourmille de sensualité. Ses mains cherchent à attraper le vent pour mieux l'amadouer. Elle frôle les esprits. Ses jambes sont souples, allègres comme malicieuses. Elle danse maintenant comme une déesse égyptienne. Son corps se moule dans une immense clé de sol phosphorescente. Ses cheveux et sa petite tête de fouine épousent la boucle du haut. Sa colonne vertébrale minaude avec le grand anneau paresseux du bas, comme une rivière qui prend impunément son temps avant de se fondre dans la mer lointaine. Cette femme qui a vu naître Rostropovitch, crée de toutes pièces avec son corps un violoncelle doré dont le bois exotique reflète l'éclat bleuté de la lune. Grand-mère guérit sa fièvre et m'entraîne dans un océan dont les flots puissants indiquent mes derniers remparts. C'est elle le volcan de feu, c'est elle la prêtresse, celle qui pétrit inlassablement la pâte floconneuse de mon corps anesthésié. Trempé à même la forge. Grand-mère est allongée, maintenant, juste à côté de moi. J'ai obéi avec empressement à son souhait. Ramène-moi chez toi, Anna. Je n'ai plus rien à faire dans cet hôpital. Tu le sais, c'est pour bientôt. Je proteste farouchement, je nie l'évidence que je n'aime pas être visitée par la mort. Je préfère croire qu'elle peut passer son chemin, poursuivre sa route sans me rencontrer. Là, je ne la connais que trop bien. Je sens son parfum, un goût de noisette un peu sucré. Je suis transportée en pleine Russie, terre insoumise de mes aïeux, dans des steppes farouches et sauvages. Je parcours des dunes et des dunes de solitude. Grand-mère tremble de plus en plus. Au début, j'y prête pas vraiment attention, mais je ne peux ignorer plus longtemps ces spasmes continuels venus d'une grotte lointaine, ces soubresauts qui cassent le givre, ces cliquetis qui appellent la faucheuse. Mu par une impulsion incontrôlable, je me lève, je me déshabille entièrement, j'entre dans le lit de grand-mère et enlace son corps friporifié. Son haleine est fétide, ses yeux brillants, ses joues creuses, son teint jaune. Je sens ce gouffre qui cherche à l'engloutir. Je la serre dans mes bras. Je lui transfuse goutte à goutte du chaud. Rien que du chaud. Je la pétris de mes mains brûlantes. J'arrondis ses os saillants. Je l'englobe.
Mon corps absorbe ces tremblements. Je respire pour elle. Je transpire, j'exsude. Je l'encercle. Sa petite tête est celle d'une enfant abandonnée. Je la baisse. Je la caresse. Je lui chantonne des berceuses. Viens tout près, il te glisse. Yamanda Yaito. Viens accueillir le lys. Yamanda Yaito. Viens, mon joli poulain. Yamanda Yaito. Viens et dors sur mon sein. Rémi, sol, fa, ré, do. Alors, cette femme qui a toujours été mon pilier s'apaise. Les vagues qui agitaient son corps il y a quelques instants se calment. Elle a presque chaud maintenant. Nous ne faisons plus qu'un. Nos peaux se confondent, nos corps fusionnent. Grand-mère se détend. De minuscules larmes effleurent ses rides. Elle sourit. Je reste ainsi sans oser bouger le reste de la nuit. Je me reproche d'avoir bu tant de thé. Ma vessie ne supportera pas d'attendre l'aube sans bouger. Et pourtant, si. Grand-mère est devenue mon enfant. Elle va mourir. Elle va s'en aller dans mes bras, au creux de ma chaleur. Elle va partir avec un fragment de ma nudité, emporter un bout de mon souffle, voyager avec une parcelle de mon âme, devenir ma propre peau, se fondre dans les accords de mon grand piano noir. Alors que je sens le jour poindre, je m'endors. Cette nuit de Pâques, Barbara est venue me visiter.
Je la voyais accrochée à mon épaule droite, anxieuse et tremblante, s'agrippant fermement à mon bras et à ma clavicule avec ses mains longilines devenues crochues. Elle était toute pâle, presque évanescente. Je savais qu'elle n'était plus de ce monde, mais elle était pourtant bien là. Elle essayait de chanter, mais aucun son ne pouvait sortir de sa bouche. Je l'entendais cependant me dire qu'il fallait continuer de chanter ses chansons. Ainsi m'implorait-elle. Je vais finir par retrouver ma voix pour les rechanter toutes mes chansons, les chanter partout dans le monde. Rends-moi mon piano. Elle était vêtue de noir, comme à l'accoutumée, et elle me le collait à la peau. Pas à pas, suppliante. Quand j'étais au clavier, elle se débrouillait pour descendre vers mes mains, équilibriste impatiente de retrouver l'instrument, et en même temps morte, bien sûr. Quand j'étais à la chorale, elle voulait tenir ma baguette. Tourner les pages. Faire reprendre les passages qui ne tournaient pas rond. Exigeante, cabocharde, excentrique, passionnée. Cela me donnait des spasmes et quelques tremblements inquiets. Elle luttait sans relâche. Et moi, je ne savais que faire, si ce n'est chanter pour lui faire ce cadeau qu'elle attendait tant de moi, retrouver ce qu'elle ne pouvait plus vivre. Dis, quand reviendras-tu? Le sais-tu? Je devins agité. Je me mis à me racler la gorge et à tousser. J'étais tourneboulé, une sorte de combat s'instaura entre elle et moi. J'en avais nulle envie. Elle non plus d'ailleurs. Mais c'était plus fort que nous. Une force voulait s'extraire de son corps et j'en étais le support, tel un champignon collé à l'écorce de l'arbre. Je la voyais tout à la fois, appelée par une lumière, et en même temps lui résister, allant jusqu'à trouver la force de m'entraver l'épaule. Je me réveillais soudain, en sueur, les yeux hébétés. J'allumais une bougie pour conjurer mon angoisse. Je sentais toujours Barbara présente, incrustée. Je me mis à respirer profondément en faisant appel à toutes les forces de lumière. Je savais que je devais faire ainsi, et pour elle, et pour moi. Cela dura jusqu'au petit matin. J'étais épuisé, et par cette vision, et par la respiration. Je me rendormis d'un coup. C'est alors que je la vis partir vers un chemin de lumière. Un être lumineux lui tendait la main, quelque peu hésitante. Elle finit par avancer avec un léger sourire, les yeux toujours espiègles. Après quelques pas, elle se tourna vers moi, me fixant intensément. Puis, telle une enfant, elle me sourit et me fit un petit signe de la main. Je me sentis tout à la fois vide et plénitude. J'étais sur un fil entre soleil et lune. Mon épaule brûlante et endolorie se détendit. J'entendis une musique tout en dentelle. Petite perle céleste posée sur un magnifique piano à queue. Il flottait entre deux nuages. C'était du Barbara raffiné, une petite cantate divine, presque angélique, improvisée juste pour moi. Ce petit bout de femme me jouait un dernier tour. Elle s'en allait, tout en fredonnant.
Je me sentis empli d'une joie immense. Lorsque je me réveillai à nouveau, le soleil était déjà loin devant. Nuit et jour, encore, elle trottine, elle chantonne, rit, s'en va et revient. Vois comme tu es belle, ô ma bien-aimée, ma douce colombe aux courbes soyeuses. Ta chevelure ondoie au vent du soir et précipite au fond de ma gorge des effluves délicieuses et sucrées. Ta coiffure est un voilier gonflant ses habits de nacre au fil de l'Alizé. Tes cheveux de lin illuminent le crépuscule d'une lumière doucement ambrée. Tes yeux de pleine lune brillent de l'éclat du rubis reposant sur un écrin de velours. Tes pommettes vibrillonnent telles de petites perles saillantes. Ton front mutin chatouille ma bulle et voici le premier papillon de printemps butinant des fleurs à peine éveillées. Ta robe de soie rouge épouse tes seins offerts aux étoiles d'un soir d'été. Tes hanches appellent mes sens endiablés de rêve. Tu danses et chantes sans fin dans cette barque folle épousant l'océan fougueux. Tu tangues sur les roulis de mes jours de pluie. Tu oscilles, balances, trépignes dans mes mains gorgées de soleil. Tu exultes dans une liesse farouche et insensée. Ta voix me caresse de notes cristallines. Petite croche voyageant au cré des vents. Tes mots sont autant de feuilles d'automne maquillées de secrets. Oh, ma bien-aimée, tu te maries avec le jaune violonneux. Tu tisses la mer de fil doré où se pose l'oiseau de feu. Tu t'envoles vers des rivages fleuris d'hibiscus orangés. Tu m'enivres de ton chant de reine et tu te languis à la proue de ce navire qui vogue et vogue dans les flots incertains de mon âme. Tu flamboies et pétilles, terre et lune vierge assoiffée et ardente. Laisse-moi me saouler de ta senteur de foin séché au soleil de midi. Laisse-moi dériver au courant marin et t'emmener vers des profondeurs insolites. Oh, ma bien-aimée, viens cueillir le fiel des arômes de l'amour dans cet étrange berceau flottant sur nos frissons. Viens et caresse ma peau nue de tourments exquis.
Laisse-moi te fondre dans la brume, précieuse gouttelette argentine. Laisse-moi me perdre dans le vague de ta chevelure féline. Laisse-moi lentement mâchouiller et savourer ton corps de bruine. Vois comme tu es belle. Oh, ma bien-aimée.
théâtre et merci à vous pour son coaching infaillible. Et je crois que vous êtes invités à boire un coup avec nous et à regarder, si vous le souhaitez, ce spectacle qui s'étonne lui-même. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vais donc ouvrir le bar. Oui, j'étais là-bas.